Bonsoir à tous et merci bien sûr de donner place aux informations assez sur le développement en suivant le grand rendez-vous sur BB24. Au menu ce soir, 3 plateaux animés par 3 invités dont un sexologue psychologue, un designer graphique et un rafistoleur de plastique. Bienvenue à tous, suivez d'abord la météo. Merci beaucoup au service montage de BB24 pour la conception de la météo. Alors, sur le grand rendez-vous ce soir, le sujet reste encore tabou en Afrique et particulièrement au Bénin. Devenu pour certains problème de santé, l'insatisfaction sexuelle mérite d'être évoquée et nous avons invité un sexologue pour donc en parler. Soyez donc au grand rendez-vous. Le design graphique s'ouvre davantage à vous sur ce grand rendez-vous. Le spécialiste confirmera chez les téléspectateurs que c'est un ensemble de métiers et d'opportunités pour la jeunesse surtout. Suivez et vous verrez simplement que le sous-emploi et le manque de travail n'ont pas vraiment leur raison d'être. Autre métier présent sur ce grand rendez-vous depuis hier d'ailleurs, il s'agit bien sûr de la soudure plastique. Après avoir parlé de la formation hier, cap aujourd'hui sur le comment ça marche de ce métier, de la soudure plastique. Et ce sera sur la rubrique Autant. Nous serons bien sûr à la rédaction de BB24 à partir de 19h45 exactement. Et ça, c'est pour suivre les informations. L'actualité, vous le savez, c'est la fête de la Tabaski. Le grand rendez-vous avec Rock Akwaïnou au journal ce soir. Bonsoir, Rocky, on doit le dire ainsi, hein, c'est ça? Oui, je réponds à Siom Gaba. Bonjour, bonsoir également à vous aussi. C'est un plaisir de vous retrouver, bien sûr, dans votre tenue de Aladji, parce que vous avez fêté toute la journée. Ça se voit, ça se remarque tout simplement. Dites-nous déjà, qu'est-ce qu'il y a au menu du 19h45? Oui, Assiom, vous savez, un adage dit, quelle que soit la mine du mouton, eh bien, la Tabaski aura lieu. Aujourd'hui, c'est le jour J, c'est la Tabaski, une journée au cours de laquelle des milliers de fidèles musulmans se sont rendus sur les places Idi pour la prière. Des moutons ont aussi été immolés juste après en sacrifice à Allah. Et comme les fidèles musulmans ne sont pas autorisés à boire de l'alcool, certains préfèrent se rabattre sur les fruits en ces occasions. D'autres en font de la salade qui serait nuisible à la santé. Est-ce vrai cette rumeur? Un reportage réalisé
Fait nous édifiera. Et en fin de compte, d'ici quelques années, le Bénin peut se prévaloir d'avoir des techniciens formés aux technologies chinoises. 38 jeunes béninois ont bénéficié des bourses d'études dans plusieurs spécialités. Ils ont reçu leur billet d'avion et d'autres documents indispensables à leur formation. Toutes ces informations seront développées à 19h45. Prenez donc le rendez-vous sur le grand rendez-vous chez téléspectateurs. Assioum Gaba, à vous le plateau. Bien évidemment, on remarque tout simplement que ce sera un grand rendez-vous de l'actualité tout à l'heure à 19h45. Allez, rendez-vous tout à l'heure à 19h45. On va vous retrouver. Pour le moment, chers téléspectateurs, vous savez ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de vous installer confortablement et de suivre tout ce que nous aurons bien sûr à vous proposer au menu. On ouvre les plateaux. On se part, autant savoir. Autant savoir, nous parlons aujourd'hui de la soudure plastique numéro 2. Hier, on a eu à parler bien sûr de la formation. Aujourd'hui, on aborde la question concernant bien sûr le métier même. Comment est-ce que ça s'exerce? Quels sont les outils qu'on utilise pour faire de la soudure plastique? Est-ce que ça marche au Bénin? On pose bien sûr la question, mais on va y répondre tout à l'heure. Suivons d'abord le reportage de Arthur. Encore peu connu du grand public, la soudure plastique est un métier qui se développe de plus en plus au Bénin. Considéré par certains comme un sous-métier, la soudure plastique ne fait pourtant pas partie des moindres métiers du monde de l'artisanat. Je fais le travail de coller-coller. Nous arrivons à réaliser les feux arrière, les phares, même les pachots cassés, nous arrivons à le coller, le mettre en état propre comme il le faut. Le métier de plasticien, c'est pour fabriquer les phares, les feux arrière, les pachots, les anti-brouillards, les clientants. C'est ça. Métier autrefois exercé uniquement par les immigrés ghanéens qui résidaient au Bénin, la soudure plastique est une activité menée aujourd'hui par un plus grand nombre de Béninois. Tout comme les autres ouvriers, le soudeur plastique travaille en permanence du lundi au samedi. Ainsi, plusieurs individus font recours à leur service pour d'éventuels travaux de réparation de plastique cassé, des feux arrière et des phares de véhicules. Je viens pour réparer mon plastique. Par exemple, tout à l'heure, je suis venu réparer mon phare. Je suis venu faire quelque chose derrière mon pare-choc, c'est cassé avant et je suis venu coller ça. Bon, tout ça, ils m'ont pris 300 francs. La manière dont il fait le truc là, il fait ça là, c'est bon quand même. Je viens de repartir une partie de ma voiture qu'un Zemidja a cassé. Je suis satisfait, je lui ai même demandé de voir l'ensemble de la voiture pour voir la partie que je peux encore réparer dans l'avenir. Avec peu d'argent, je peux faire ce que je veux faire. Alors que si j'envoyais ça à un gars d'un blanc, ça me coûterait beaucoup plus cher. La soudure plastique, quoique modeste et peu considérée par beaucoup de gens, est une activité qui nourrit bien son homme. Comme c'est ça que j'ai appris, donc je n'aime pas le choix. Donc avec ça, c'est ça qui nourrit mes familles. Donc je suis fier de mon travail. Ça va mieux, ça va mieux. Bon, c'est bon, ça marche. Grâce à ce métier, j'ai pu réaliser plusieurs choses. Ça nourrit son homme. Si vraiment tu crois en ce que tu le fais. Mais moi, je suis satisfait de ça quand même. Cependant, comme toute activité, la soudure plastique peut avoir des conséquences négatives sur la santé de celui qui les exerce, compte tenu de la chaleur du feu utilisé et de la fumée que dégagent les plastiques lors de la réparation. Merci à vous, Arthur Wendo, pour ce reportage en plateau. On va retrouver M. Adjaï qui nous revient ce soir sur le grand rendez-vous sur Autant Savoir pour donc continuer à parler de votre métier. Vous êtes spécialiste en plasturgie, c'est ça. Oui. Vous l'avez dit et précisé hier, mais on a suivi dans le reportage tout à l'heure, quelqu'un a parlé de coller-coller, l'autre dit plasticien. Tout ça, c'est pour désigner le même métier? Oui, tout ça pour désigner le même métier.
Collé. Collé. Oui. Plasticien. Il y a des clients qui vous appellent comme ça, collé. Bien. Chez moi, bien, on ne m'appelle pas collé. On vous appelle comment, comme d'habitude? Les gens m'appellent docteur. Docteur? Oui. Pourquoi? Oui. Vous êtes le docteur des plastiques, c'est ça ou... Je soigne, je fabrique, je répare. Je suis dans tout au niveau des plastiques. Des plastiques? Oui. Donc, ils vous appellent docteur? Docteur. Ah, mais c'est bien, ça veut dire c'est une troisième appellation qu'on a sur le plateau comme ça. Et donc, collé, plasticien, soudeur, plastique, technicien en plasturgie. Technicien en plasturgie, c'est pour désigner le même métier. Même métier. Collez les plastiques. Vous fabriquez également des pièces perdues. Des pièces perdues. Oui. En plastique. Quels sont les outils que vous utilisez en fait pour travailler, les instruments? Bien, on n'a pas besoin de grand chose. Ok. D'abord, nous avons besoin d'un foyer qui puisse nous donner l'énergie énergique. Donc, on a besoin d'un foyer. Après le foyer, on a besoin de fer. On a vu dans le reportage des fers. Des fers. Oui. Avec ces fers, c'est avec ça que nous pouvons coller les plastiques. Et en plus de ça, on a besoin du coq de noix de palme. C'est ça qui nous donne le feu que vous voyez là. Ah, ça garde la chaleur. Si je comprends bien, c'est avec la coque de noix de palme. C'est ça que vous utilisez dans votre appareil qui fait le feu, là, dans le foyer. Dans le foyer. D'accord. Et à défaut de ça, des fois, nous utilisons aussi le charbon. Et pourquoi entre le charbon et la coque de noix de palme, qu'est-ce que vous choisissez en fait? Coque de noix de palme là. Qu'est-ce qui marche? Ouais, ça, la coque de noix de palme. Parce que ça résiste, disons, ça résiste dans le feu. Mais le noix et le charbon en question, quand le vent souffle rapidement, vous allez voir que ça part rapidement. Ok. Donc l'autre est plus économique. C'est plus économique et ça résiste au feu. Au feu. Et c'est moins cher par rapport au charbon? Oui, c'est moins cher. Ah oui. Donc vous préférez utiliser beaucoup plus ça. Et quels sont d'où est-ce que vous trouvez, les noix là, les coques de noix de palme? De palme, il y a les bonnes dames dans les villages, ceux qui font l'huile de palme, quand ils cassent ces coques, quelque chose là, et les noix de palme là, c'est le coq là que nous on récupère. Et ça revient aux ces bonnes dames là de les consommer. Ok. Et ça devient noir. Parce que quand on ne les consomme pas, quand c'est à l'état brut comme ça là, ça dégage plus de fumée. Et ça nous intoxique beaucoup. Ok. C'est ça. Alors, parlons toujours des instruments que vous utilisez. Vous avez parlé de foyer, mais comme intrant, il y a également la coque de la noix la coque de noix de palme que vous utilisez. Il y a aussi les fers. Vous avez parlé des fers. Où est-ce que vous trouvez ces fers-là? On trouve les fers là au niveau des quincailleries. Nous allons dans les quincailleries payer les fers plats que nous coupons selon la mesure que tu veux. Et c'est avec ça là que nous travaillons. Ah oui, donc c'est ça qu'il y a à l'écran. Oui, c'est ça qu'il y a à l'écran que nous voyons. Que vous voyez. Donc c'est vous-même qui les fabriquez, vos instruments? Oui, c'est nous-mêmes qui fabriquons nos instruments. Ah oui. Et les foyers, c'est vous-même qui les fabriquez aussi? Les foyers, nous, on a des gens qui réalisent ça pour nous. Et on va vers eux pour payer ce foyer. Ça peut coûter combien à peu près un foyer? Ça va dans l'ordre de 25 000 à 35 000. Un foyer? Un foyer. Alors pour installer, pour avoir donc, son atelier aujourd'hui, atelier de soudure plastique, il vous faut combien en quelque sorte pour avoir juste un atelier pour démarrer son activité? Bien, avec un minimum de 50 000, tu es déjà au point. Vous êtes déjà au point, vous pouvez déjà commencer à lancer ton activité. Tout simplement. Oui. Alors, il paraît que c'est une activité qui marche bien. On a suivi ça dans le reportage, qui marche bien au Bénin. Vous arrivez à faire quel chiffre d'affaires par jour aujourd'hui au Bénin? Aujourd'hui au Bénin, comme chiffre d'affaires, de mon côté, chaque jour que Dieu fait, je peux rentrer avec un minimum de 5 000. Oui. Un minimum de 5 000. Un minimum de 5 000. Donc, il y a toujours des gens... Il y a toujours à faire, toujours. Il n'y a pas ce jour. Il n'y a pas ce jour où on vient à l'atelier et tu ne rentres pas avec l'argent. Parce que, vous voyez, on parle de plastique, non? Il n'y a pas cette maison
il n'y a pas ce véhicule, il n'y a pas cette moto, il n'y a pas ce foyer dans lequel on n'utilise pas les plastiques. Donc les plastiques se retrouvent dans pratiquement tout, en quelque sorte. Même au niveau du portable, on a des plastiques. Moi, je forme même des coques de portable. Quand ton coque est gâté, tu viens, j'enlève ça, je te remplace ça, je fabrique, je te montre ça. Carrément. Hein. Carrément. Et maintenant, on va chez les peintres et ils font la peinture et ça revient encore nickel. Encore nickel. Oui. Et c'est moins cher que ce qu'il y a sur le marché ou bien c'est boc? Oh, ça coûte plus cher parce que vous voyez, c'est la technique qui a été mise en œuvre là. Voilà. Nous mais ne sommes pas. Mais c'est plus résistant que l'autre ou quoi? C'est plus résistant. Ça résiste. Donc vous réparez même les plastiques des motos, les feux arrière, les phares et autres au niveau des véhicules, c'est ça? Oui, c'est ça. Et maintenant les plastiques des bonnes dames à la maison aussi? C'est par là on a commencé. Ok. C'est par là on a commencé. Est-ce que vous ne craignez pas que peut-être demain que ce métier-là disparaisse ou que ça n'existe plus? Bien, ce métier disparaisse ou ça n'existe plus, je ne suis pas sûr. Parce qu'il y aura toujours des plastiques à réparer. Il y aura toujours des plastiques, je ne suis pas sûr. Chaque jour que Dieu fait, actuellement il y a des véhicules et la carrosserie tout entière en plastique. Moi j'en ai vu. Vous en avez vu? Oui. Et donc, toute la carrosserie là est en plastique. Donc c'est un métier qui a de l'avenir. Ça a de l'avenir. Ça a de l'avenir. Oui, ça peut nourrir son homme. Ah oui, bien évidemment. Vous parliez tout à l'heure des risques. Vous avez parlé des risques concernant les coques de noix de palme. Vous disiez quand ce n'est pas bien sec, c'est que ça. Quand c'est pas bien fumé. Quand c'est pas bien fumé, ça dégage trop de fumée. Trop de fumée. Et ça peut nous intoxiquer. Alors, quels autres risques sont liés à votre métier? Merci. Bien, comme autre risque lié à notre métier, à l'instar des peintres auto qui utilisent la peinture, aussi comme les soudeurs qui soudent avec leur baguette, tout ça, ça dégage de la fumée. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces fumées que ça dégage, l'organisme humain n'est pas fait pour inhaler ces odeurs. Donc l'ignorance des hommes font des fois qu'ils ne protègent pas. J'ai vu dans le reportage de tout à l'heure, ceux qui travaillaient à l'atelier ne sont pas protégés. Mais chez moi, dans mon atelier, vous allez voir tout le monde, il porte un cache-nez et ça nous protège contre les fumées, de la toucher du fer avec les plastiques. Nous protégeons avec ces cache-nez. Ça nous permet maintenant d'éviter les risques de métier. Alors, est-ce que ces cache-nez suffisent effectivement pour vous empêcher d'inhaler ces odeurs-là? Et ça vous protège de façon efficace? Oui, ça amoindrit, néanmoins, ça amoindrit les risques que nous avons au niveau du métier. Au niveau du métier. Oui, ça amoindrit ça. Ok. Est-ce que les fers que vous utilisez, il n'y a souvent pas de brûlures que vous avez et tout, ça là aussi, c'est dans les risques de métier. Des fois, en travaillant, par attention, le fer là peut toucher ton corps et ça t'enlève l'épidème. Waouh. Oui. Un jour, moi, on a des fers pour faire des perforations dans des plastiques. Et un jour, je travaillais, ce fer-là m'a perforé la main et ça s'est sorti par ici. Et le jour-là, je m'étais retrouvé devant un docteur, il m'a dit, bien, comme le fer est déjà au feu, ça n'a pas de risque. Nous te mettons un petit soin seulement, tu repars, ça va passer. Et le jour-là, après 3 jours, ça s'est passé. Il a dit qu'une fois le fer dans le feu, il n'y a plus de... de bactéries pour des infections. Que nous allons soigner d'abord la brûlure. Et la peau qui a été brûlée va du jour au lendemain s'enlever. Et il y aura restitution. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres instruments pour éviter ces cas d'incident? Oui, nous devons porter des gants. Mais des fois, quand on porte ces gants-là, la facilité de toucher le fer, de travailler, ça complique un peu la tâche. Donc vous n'arrivez pas à bien manier les choses, travailler. Donc on est à l'aise quand on est à main nue comme ça. Waouh, pour travailler. Oui. Oui. Il y a ça a beaucoup de risques. Hein. Bon, je dirais, il n'y a pas de métier sans risque, dit-on. Mais je pense qu'il y a des possibilités pour vous protéger, pour éviter ces genres d'incidents. Je pense que ce serait bien quand même que vous mettez en place donc, ces
ces mesures-là pour éviter d'avoir ce genre de problème. Merci. Ce sera vraiment bien pour nous. Donc, 4 à 5 000 francs par jour. Vous avez eu les moyens quand même de vous soigner oui, après votre blessure. Oui, on a les moyens de nous soigner. C'est ça, il disait, ça nourrit, comme le reporter l'a dit, ça nourrit son homme. Avec ça, nous pouvons dedans nous vêtir, se loger, oui, se soigner, s'instruire même. Mais quand on dit aujourd'hui qu'au Bénin, il n'y a pas d'emploi, alors qu'il y a quand même ces genres de métiers qui existent, vous pensez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui décide de se prendre en charge carrément peut aller vers ce genre de métier et commencer par travailler? Je le pense très bien. Je vous avais dit que moi, j'ai été à l'école. J'ai eu mon BPC en 1992. J'ai été juste en terminale. Mais je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faut faire après le bac, tout ça là? Lorsque j'ai eu, disons, la vocation de ce métier. Mais aujourd'hui, un instituteur à côté de moi, vraiment, il va sentir mal. Grave. Oui. Donc vous vous sentez vraiment à l'aise dans votre métier? À l'aise dans ce métier. Vous y plaidez. Vous avez libéré plus de 15, vous aviez dit? Oui, plus de 15 apprentis. Plus de 15 apprentis déjà. Je suis déjà même un grand-père. Oui. J'ai des apprentis qui libèrent aussi. Qui libèrent aussi. Oui. Ah ouais. Ça, c'est vraiment bien. Vous avez déjà dit que c'est possible d'entrer dans ce métier, mais il faut avoir quand même quelques prérequis, c'est-à-dire à savoir lire et écrire tout au moins. Naturellement. Pour pouvoir utiliser les... On a aussi d'autres produits que je n'ai même pas encore développé ça. On a des produits chimiques. C'est à base de ça, nous avons des moules pour fabriquer des pièces identiques à ce que le client nous présente. Okay. Des fois, il y a des motos qui viennent et vous avez des pièces et qu'on vous commande. Et on peut les former. Mais des fois, nous utilisons des moules pour faire sortir des pièces identiques à ce qu'on nous envoie. Donc, avec tous ces produits-là à manipuler, il faut savoir lire et écrire. Oui. Pour pouvoir les utiliser. Oui. Merci à vous, Monsieur Adjaï. C'était vraiment un plaisir d'être allé à la découverte de votre métier avec vous. Merci beaucoup à vous. Merci. Et très bien des choses à tous les autres soudeurs plastiques qui nous suivent en ce moment. Comme quoi, il n'y a pas de ce métier. Voilà un métier qui nourrit son homme. Quelque chose qu'on néglige, qu'on banalise, mais qui véritablement peut vous aider à vous prendre en charge et puis participer au développement de notre pays et produire de la richesse, effectivement. Ce sera tout pour Autant Savoir. Aujourd'hui, le grand rendez-vous va continuer cette fois-ci avec l'ESPER. Oui, on va découvrir un autre métier. Je dirais ici, c'est un ensemble de métiers et d'opportunités pour vous d'ailleurs. C'est le design graphique avec l'ESPER. Le design graphique s'ouvre davantage à vous. Aujourd'hui, on a eu déjà abordé la question parlant de design graphique, sa participation à la croissance économique de votre entreprise. Oui, on a eu à parler de cela avec les arguments développés par Firmin Tovodounon. Sur ce plateau encore ce soir, designer graphique, bonsoir. Bonsoir, Sim. Merci beaucoup. Accepter une fois encore notre invitation de venir nous présenter les autres métiers connexes au design. Voilà, le design, un ensemble de métiers et d'opportunités. Pourquoi dites-vous cela? Les arguments, s'il vous plaît. Le design, c'est un métier qui regroupe beaucoup d'autres métiers en son sein. Et souvent, c'est un mot qui est, entre griffes, un peu mal utilisé par abus de langage. D'abord, quand on parle d'un designer, souvent les gens font allusion à... Ils disent, ce que tu m'as fait, je ne sens pas trop stylé, ou bien cette chaise-là, c'est trop design. C'est des abus de langage en réalité, parce que quand on parle de design, c'est tout un processus d'élaboration pour obtenir un résultat donné. Et pour aller plus loin, le design dans son ensemble général, retenez simplement que le mot qui est dessin et dessin. Dessin, D-E-2-S, qui est croquis, qui est plan, etc. Oui, plus ce le qu'on fait à dessin, l'école. exactement, Oui. plus le dessin qui est l'utilité, ce pourquoi il a été créé pour pouvoir faciliter la tâche. Donc, ça intervient dans beaucoup de domaines et beaucoup de gens parlent souvent de design graphique seul.
Or, il y a plein d'autres. Il y a le design management, il y a le design de services, il y a le design produit, il y a le design d'espace. Tellement parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir faciliter l'accès d'utilisation de tout ce qu'on produit, comme service, comme produit, etc. Donc, ça réunit en son sein beaucoup d'autres métiers, activités au sein duquel chacun trouve sa partie. Donc, ce n'est pas uniquement centré sur le design graphique seul, non. Non, le design, c'est vraiment un ensemble. Voilà. Donc, et le design graphique fait partie, du design. Exactement, du design, exactement. Ok, et c'est ce que vous faites, le voilà, design graphique. Exactement, le design graphique. Le design graphique. Donc, à part le design graphique, je voudrais que vous reprécisiez les autres types de design qui existent. Il y a le design d'espace. Le design d'espace, c'est quoi déjà? Exactement. Je prends l'exemple concret, le plateau qu'on a ici. Je suppose qu'avant, ce n'était pas le plateau que vous avez, mais ce plateau est mieux confortable pour vous plus que l'autre plateau. Certainement, quand vous avez fait appel à quelqu'un pour vous sortir le plan en réalité, c'est un designer d'espace. Il a d'abord vu que c'est un espace d'émission. Quelles sont les astuces qu'on peut mettre en jeu pour pouvoir faire sortir l'élégance, ce qu'on veut vraiment faire passer comme message en réalité. Donc lui, il intervient dans ce sens où il élabore tout son plan pour proposer ça afin d'être validé, pour être mis en forme. Le design produit, lui, c'est quoi? Je fais sortir un jus d'ananas. Alors le jus d'ananas, à la base, j'ai trouvé que c'était dans des bouteilles. Et j'ai vu que c'était des jus plus adaptés aux enfants. Est-ce que c'est bien de laisser les bouteilles à la portée des enfants? C'est au designer de produit. Ok, les enfants, c'est pas bien de laisser à leur portée des bouteilles. Et si on faisait mieux avec les emballages biodégradables, les cartons, là, il propose un emballage de carton qui soit approprié pour garder des jus qui sont liquides. Là intervient son rôle. Maintenant, il va falloir faire en sorte que ça ne coûte pas excessivement en réalité aussi cher par rapport donc là, on parle de design, packaging. Voilà, exactement, de produits. Donc, lui, il intervient là. Quand on va dans le design d'interaction et design d'expérience, ils font sortir une application et ils voient que pour composer le numéro, il faut composer le numéro d'abord, donner d'autorisation sur 5 volets avant d'avoir accès à ce qu'on veut. Et on voit qu'on vit dans un environnement, dans une société où beaucoup ne sont pas lettrés. Donc, à force de toucher trop ou bien d'appuyer trop de numéros, les gens n'arrivent pas à trouver l'accès facile pour le faire. Donc, ils ont besoin d'un designer pour en réalité faire raccourcir l'idée, genre le processus d'élaboration en réalité. Donc c'est à lui d'interaction de pouvoir réduire en réalité le temps mené de A à B pour pouvoir avoir accès à ce que l'on veut. Donc faciliter en réalité la tâche à l'utilisateur pour que ça soit plus facile à utiliser par beaucoup de monde. Ok. Alors maintenant, on a l'impression que le design graphique est transversal sur tous les autres designs. Oui, parce que quand on parle de design graphique, on fait plus allusion au design virtuel. Ok. Le visuel, je vous le dis, ce qui frappe à l'œil. Tout ce que vous voyez autour de vous, que vous utilisez, vous sentez forcément que ça frappe forcément à l'œil. Ça va, vous voyez ça d'abord, ça vous attire et ça vous amène à vous... ça vous plaît en réalité par rapport à son visuel qu'il a établi pour ça. Donc c'est là intervient en réalité le design graphique. Parce que peu importe ce que vous allez concevoir, élaborer ou événement, peu importe ce que vous allez faire, il faudra forcément réaliser sur un plan 2 ou 3D donné pour que les gens en réalité puissent s'approprier de ça, puissent voir ce qu'il y a derrière tout ça. Par exemple, le designer d'espace, avant de réaliser ce plateau, va faire appel à un designer graphique pour concevoir en fait, l'image. Mais le designer d'espace en réalité maîtrise les mêmes outils de travail que le designer graphique. C'est le même type d'outils, mais lui il a d'autres outils de présentation qui sont plus peut-être que les designers graphiques. Tout dépend de ces normes données. Donc le graphique lui intervient plus sur les aspects visuels de la chose. Tu fais sortir un produit pour le mettre en avance dans la communication. Lui, tu élabores le processus de communication, les chartes graphiques, le visuel, les étapes à suivre pour pouvoir mieux vendre ce que tu as produit. Pour que ça puisse frapper à l'œil directement. À l'œil, voilà, directement. Frapper à l'œil, le côté esthétique, mais il faut que ça parle, il faut que ça porte un message en son sein. Il ne faut pas seulement agencer des images, faire des tests comme on le veut, mais il faut que les tests soient en harmonie avec les images pour faire passer un même message. Le designer graphique serait-il
le design graphiste aurait été un métier de la communication? Oui, je dirais que c'est un métier de la communication parce que le métier de la communication en son sein ne recueille pas uniquement du graphique. Il y a beaucoup d'autres personnes qui interagissent avec le graphiste pour faire sortir un ensemble de choses. Donc, ce n'est pas uniquement le graphiste qui est en réalité le chargé de communication ou bien qui constitue la cellule de communication en son sein. Ok. Merci beaucoup à vous déjà pour toutes ces explications. Mais quand on parle du design, on a dit que c'est un ensemble, de métiers et d'opportunités. Quelles sont les opportunités qui se présentent à quelqu'un qui est dans le design? D'abord, la première opportunité, l'avantage que je dis à tout le monde, c'est que ça rend plus un créatif. Le design, d'abord, le designer, c'est quelqu'un qui résout des problèmes, qui trouve rapidement des solutions à des problèmes donnés. Parce que quand un problème donné, je prends un exemple du micro, avant, je suppose que les micros qui étaient sortis n'étaient pas des micro-cravates que les journalistes utilisent, c'était des micros. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que quand les journalistes utilisent les micros un peu longs, cadrer le profil cause un problème pour le cadreur. Et ce n'est pas trop esthétique dans ce sens-là. Donc, il faut réfléchir maintenant pour réduire la taille de ces micros, mais les rendre de façon efficace que les gros micros. Tu vois? Donc, d'où vient le problème de réduire la taille du micro? Donc, le designer en réalité entre dans ce processus-là où il doit élaborer un concept adapté à la chose. Réduire le micro, mais que ça soit performant que les gros micros. Quand il fait ça maintenant, il propose la solution, il fait un prototype de la solution et il teste le prototype de la solution. Quand il teste ça, il voit peut-être que les codes sont un peu gros, un peu trop longs pour le journaliste. Donc il faut raccourcir ça et mettre ça dans des petits paquets pour qu'il soit plus transportable. Lui, il a testé le prototype, il a vu qu'il y a des failles, il réajuste les failles maintenant et reteste le prototype. Donc ainsi de suite, dans l'élaboration graphique, c'est exactement le même processus que tous ceux qu'on appelle designers en réalité interviennent. Donc c'est un métier d'abord dans son ensemble qui t'amène à plus réfléchir et trouver des solutions à tout problème donné. Tu n'as plus besoin de paniquer devant les vrais designers ne paniquent pas en réalité devant les problèmes parce qu'ils voient en réalité que tout problème en réalité regorge en son sein la solution. Et je vais plus loin pour donner l'exemple quand vous lisez le journal de Ava Business qui est sorti en 2016, août-septembre, qui était élaboré dans le processus du Titanic qui s'est écoulé dans les années, je pense, 1912. Le Titanic comportait en son sein plus de 1700 passagers. Oui. Et après le naufrage, on a vu que c'est à peine 700 qui étaient sauvés. Mais après analyse, on a vu théoriquement que s'il y avait vraiment des designers à l'interne, Titanic va bel et bien écouler, mais n'aura pas de mort en réalité. Parce que quoi, le problème constituait la solution en son sein. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau a heurté l'iceberg. Le problème s'est posé. Le bateau va couler. S'il y avait des objets flottants à l'intérieur du bateau, on pouvait sauver tout le monde. Mais il n'y avait pas assez d'objets flottants pour pouvoir sauver tout le monde. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? L'iceberg qui a coré le bateau mesurait plus de 120 mètres de long. Donc, il suffisait juste de prendre les panneaux qui étaient dans le bateau pour pouvoir faire traverser l'iceberg et les émerger sur l'iceberg et juste attendre le secours. Donc, c'est l'analyse en réalité qui était déduite finalement. Là, on aurait pu sauver tout le monde du bateau avant que le bateau ne se noie. Donc, tu vois, donc un designer, c'est quelqu'un qui ne panique pas tout le monde quand il y a un problème. Il sort du lot, réfléchit et trouve forcément qu'il y a une solution. C'est parce qu'on sait que l'iceberg est froid, l'iceberg a causé du mal au bateau. On pense mauvais de l'iceberg. Non. On ne veut plus s'approcher de l'iceberg. Mais cet iceberg-là, en réalité, était la meilleure solution pour sauver tous les passagers dans le temps. Mais il n'avait jamais pensé. Oh là là. Tu vois, nous sommes dans un pays où ce n'est pas un métier qui n'est pas trop promu, ce n'est pas un métier où il n'y a pas un lieu où tu vas vraiment te faire former sur des longues durées d'années, comme ça se fait à l'extérieur. On a le bac plus 5, le bac plus 3, le doctorat dans ces métiers-là. Oh. Je pense que dans notre concept ici, il n'y a pas encore vraiment des établissements d'école qui font ce processus vraiment long. Mais il y en a d'autres qui essaient à la chose et ce n'est pas du tout mal. Comme ce que vous faites, vous exactement, à l'École internationale de graphisme. Vous organisez des formations pour pouvoir amener les jeunes à plus comprendre le processus
de la chose. Parce que beaucoup de gens croient que c'est maîtriser simplement les logiciels Photoshop, Illustrator qui fait de toi un designer. Mais quand ils viennent, ils constatent eux-mêmes en réalité que c'est au-delà de la chose. La dernière fois, j'étais invité à une conférence où j'avais expliqué le métier. Et il y a une dame là qui s'est rapprochée de moi à la fin, elle a dit qu'il avait fait la formation avant. Mais vu tout ce que j'ai expliqué, il n'avait jamais su que ce métier-là était plus profond que moi, qui va me contenter en réalité pour se faire former. Comme je le dis, celui qui te dit de concevoir un support de communication pour lui, il veut un résultat. Si tu n'es pas capable de lui apporter le résultat au-delà de ta propre maîtrise des logiciels, je ne pense pas qu'il fera appel à toi un autre jour. En tout cas, le logiciel ne va pas concevoir tout à ta place. C'est toi qui vas demander au logiciel ce que tu veux, ce dont tu as besoin, et le logiciel répond. Voilà. Merci beaucoup à vous, Firmin Tovo, pour toutes ces explications. On comprend tout simplement que le design, c'est un ensemble de métiers et il y a plusieurs types de designers, dont le designer graphique que vous êtes à vous. Merci à vous, à très bientôt. Oui, merci. La suite du grand rendez-vous, ce sera avec Heureuse Danondé pour évoquer un sujet tabou. Oui, c'est tabou, mais le grand rendez-vous va évoquer la question puisque c'est devenu un problème de santé pour certains. Oui, l'insatisfaction, c'est sûr, nature et bien-être. Bienvenue sur Nature et Bien-être. Ce soir, ça parle d'insatisfaction sexuelle, un sujet tabou pour certains, mais sur le grand rendez-vous où nous évoquons la question parce que c'est devenu un gros problème pour les uns et les autres. Les couples se séparent, se disloquent carrément, des familles ont des problèmes à cause de ça. Oui, en réalité, c'est devenu... D'aucuns disent en réalité, ben, c'est quand on est malade... voilà, c'est parce qu'elle est malade qu'elle est toujours insatisfaite. Est-ce que c'est vrai en réalité? Le sexologue va répondre à la question dans un instant. Pour le moment, nous allons suivre ce Vox-Pop, ce qu'en pensent bien sûr les Béninois. L'insatisfaction sexuelle, c'est quoi pour vous? Regardez. À chaque fois nous parlons de l'insatisfaction, c'est toujours par rapport à quelque chose que nous savons ou que nous avons connu. Quelqu'un qui n'a jamais goûté à un produit ou il ne peut pas parler de l'insatisfaction. Soit il dira qu'il a aimé ou il n'a pas aimé selon son goût. Mais aujourd'hui, en tant que pasteur missionnaire, on fait face beaucoup à ce genre de problèmes aussi. Et quand les gens en général parlent de l'insatisfaction sexuelle, c'est toujours lié à un passé, à quelque chose, à une expérience du passé. Et donc du coup, ils sont dans un système de comparaison. Dans un couple, la relation sexuelle permet de consolider l'amour et de renforcer les liens entre le couple. Mais s'il arrive qu'au cours de cet acte, qu'une partie ne soit pas satisfaite, c'est que c'est un boulevard offert pour l'infidélité. Maintenant, moi, ne voulant pas être infidèle, il serait mieux que chacun se cherche. Il y a certains hommes qui pensent que toutefois la femme devait être disponible à les satisfaire à tout moment. Or, c'est la femme, c'est pas toute la fois qu'elle peut avoir envie de satisfaire son homme. Donc, dans ce cas, si l'homme n'est pas d'accord, il faut toutefois la laisser. Lorsque c'est la femme qui est dans la situation, c'est encore plus grave en fait. Parce que l'homme, bien, la société permet que l'homme aille chercher ailleurs, sans trop le condamner. Mais ce n'est pas le cas chez la femme qui, quand elle n'est pas satisfaite, elle est contrainte de rester. Et donc, soit elle choisit de rester comme ça, ce qui n'est pas évident, parce qu'à bout de tension, elle va peut-être tout le temps être en colère, et c'est les bagarres, finalité, séparation, ou soit elle va choisir de tromper son mari, sans rien lui dire, forte chance que ce soit su, et donc, conséquence, séparation, ou bien, bon, qu'elle décide librement, et c'est peut-être ce qui est peut-être souhaitable, dire à son homme, bon voilà, je ne peux plus tenir, je ne peux plus continuer, bon, le mieux c'est qu'on se sépare. La sexualité actuellement n'est plus un tabou comme nos grandes mères où on n'en parle pas, ou quand tu en parles, c'est un problème. Non, là, d'autant plus les réseaux sociaux, tout le monde, il y a des émissions, les gens parlent de ça. Je ne suis pas satisfait, la femme ou l'homme doit être capable de le dire à son conjoint. Et c'est de telle façon, moi, je veux. Les préalables, peut-être c'est pas ici, c'est pas les seins, c'est pas la hanche, c'est pas... Il faut toucher les endroits sensibles qui puissent exciter. Là, ce n'est pas une honte de dire à son conjoint que je ne suis pas satisfait. Je sais, parfois qu'il m'est arrivé où je peux dire, je sais que je n'ai pas été à la hauteur vis-à-vis de mon épouse, mais c'est juste des trucs qui peuvent arriver momentanément.
L'autre n'a même pas besoin de le dire, mais je le sais. Parce qu'un peu soucieux, mes pensées sont ailleurs et je peux, si je suis honnête, je peux dire oui, parfois il est arrivé des moments où je n'ai pas pu satisfaire mon épouse. Ah, d'accord. Beaucoup en tout cas, disent des choses, tout simplement. J'en peux même en latin. On revient en plateau avec Jean-Baptiste Linsouci, sexologue, psychologue. Hypnothérapeute. Et hypnothérapeute. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes revenu tout droit de Bruxelles, comme ça. Voilà. Vous êtes béninois, mais vous vivez là-bas. Voilà. Vous vous êtes fait former en fait en la matière là-bas. Oui. Et merci en tout cas à chaque fois que vous venez au Bénin de nous rendre visite et d'aider les Béninois tout simplement à régler un tant soit peu ces genres de problèmes, les soucis liés bien sûr à l'acte sexuel. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà, c'est un plaisir. Heureuse Danodé. On se retrouve au cœur d'un sujet, c'est vrai, c'est tabou, mais je loue vraiment le courage de tous ces Béninois qui ont trouvé en réalité que c'est un sujet qui ne devrait pas être tabou en réalité. Tout à fait. Et ce qu'on déplore lors de la réalisation de ce micro-trottoir, c'est la réticence des femmes à intervenir, alors qu'elles sont beaucoup plus... ce sont elles qui vivent très souvent cette insatisfaction sexuelle. Oui. Non, c'est les femmes qui ne sont pas souvent satisfaites. Non, bon, je parle en tant que femme. D'accord. Et je parle ici en leur nom, d'autant plus qu'elles n'ont pas... vraiment voulu réagir, intervenir. On a le sexologue là qui va nous informer et tout. Alors, monsieur Linsouci, Assiom l'a dit, on vous remercie pour la disponibilité. Et on peut le dire, on peut l'affirmer, vous êtes le seul actuellement au Bénin, sexologue. Peut-être qu'il y en a d'autres. Non, bon, je ne crois pas. D'accord. En tout cas, on a des sexos. Vous en avez cherché? Bien sûr, on n'en a pas eu. Si on allait avoir des soi-disant sexologues, on aurait eu des gens, mais de vrais sexologues, on vous a, et ça nous fait plaisir. Lorsqu'on parle d'insatisfaction sexuelle, vous avez eu l'avis d'un certain nombre de choses. On a eu des pasteurs, on a eu toute classe, je dirais, confondue. Votre avis sur ce que vous avez suivi? Oui, je pense que ceux qui sont intervenus sur le sujet ont totalement raison, ils ont tout à fait raison. Ils ont évoqué le sujet de la manière la plus, comment dire, parfaite possible. Je pense que c'est ce qui se vit et ce que vous avez évoqué à votre introduction, c'est déplorable. Les femmes aujourd'hui n'ont pas encore libéré le démon et c'est une véritable source d'insatisfaction sexuelle. Comment vous, sexologue, vous définissez alors la chose, l'insatisfaction sexuelle? Parce que quelqu'un a parlé de comparaison de ce qui s'était passé et ce qu'on vit actuellement. Est-ce ça l'insatisfaction sexuelle? Oui, il y a aussi ce problème de comparaison. Donc, il va falloir chercher à savoir jusqu'à parler de homme, jusqu'à quand commencer par s'inquiéter en réalité. Mais parler d'insatisfaction sexuelle, je pense que c'est plus personnalisé parce que la sexualité chez les hommes ne sont pas vécues de la même manière en réalité. Les attentes ne sont pas les mêmes en matière sexuelle. Donc, il faut le noter. Moi, je définirais l'insatisfaction sexuelle simplement comme c'est lorsque un des partenaires, donc l'homme ou la femme, n'est pas satisfait au plan sexuel. Voilà, donc plus simplement de cette manière-là. Donc après un acte sexuel, l'homme n'est pas encore satisfait ou la femme n'est pas encore satisfaite. Oui, mais là, il va falloir comment dire, étendre avec la définition de la sexualité. Donc l'insatisfaction sexuelle n'est pas seulement liée à l'acte sexuel. C'est aussi lié à la manière de l'homme et de la femme de vivre ensemble. Donc le plaisir se sentir en présence d'un être, en fait, de quelqu'un d'un autre sexe. C'est vrai, il y a les histoires d'homosexualité, mais on n'en connaît pas tellement ici en Afrique, mais c'est ma manière de vivre avec le conjoint et d'être content de vivre avec quelqu'un d'un autre sexe. De la satisfaction sexuelle. On va revenir à vous tout à l'heure, Dr Linsouci, pour parler bien sûr de la question approfondie, véritablement la question, parce que quand on parle de comparaison, moi j'ai tout simplement envie de dire, quand vous avez suivi chez la Champions League,
et qu'on vous présente le championnat béninois, bon... Vous ne serez jamais satisfait. Vous ne serez jamais satisfait. En tout cas, on verra. On va retrouver Roch Akweinou qui nous attend dans la rédaction de BB24 avec le journal. Il est 19h45. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 19h45 dont voici les principales articulations. Les Placidis ont grouillé de monde ce matin. C'est la prière de la Tabaski après laquelle les fidèles musulmans ont immolé un sacrifice à Allah. Retour sur ces manifestations dans ce journal. La salade de fruits serait nuisible. Selon des rumeurs, est-elle confirmée par des spécialistes en nutrition? Vous serez édifié par un reportage réalisé à cet effet. Et puis, ils sont 38 jeunes étudiants béninois à bénéficier de bourses d'études en Chine dans différentes spécialités. Les bénéficiaires ont reçu leur billet d'avion et leur lettre d'admission dans les universités chinoises. À nouveau, bonsoir. Un plaisir d'être des vôtres. La communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Kébir. Des centaines de fidèles musulmans se sont réunis ce matin à la place Idi d'Akpapa pour prier d'une seule voix et sacrifier à la tradition de l'immolation de la bête. Simon Villon, Herman Rodrigue Amégan étaient de la partie. Voici leur reportage. Un couteau ensanglanté, brandi tel un trophée. Ce geste solennel constitue en même temps l'acte final d'un office qui aura duré moins d'une demi-heure. Tout commence par la prière, l'élévation de leur voix vers le ciel. Puis, le sermon de l'imam prononcé devant l'assemblée. Le jour de la Tabaski, 10e jour du mois de Zulhijja, dernier mois de l'année lunaire, ne devienne jour de fête et de liesse populaire pour la communauté musulmane. Il fut une journée de grande épreuve pour le prophète Abraham et son fils Ismaël, paix et bénédiction de Dieu soit sur eux. Une phase à l'issue de laquelle ce mouton soigneusement attaché est immolé conformément aux prescriptions de l'islam. Et quand vous voulez immoler une bête, immolez-la dans de bonnes conditions. Comment ça va se faire? D'abord, il faut bien rendre votre couteau très tranchant pour que le mouton ne souffre pas beaucoup avant de rendre l'âme. Et ensuite, maintenant, permettez aussi au mouton de s'aider à vider son âme. C'est-à-dire ne l'attachez pas des deux pattes et des deux pieds. Laissez une patte pour elle, pour qu'après l'immolation, normalement, qu'elle puisse faire des bruits. Et en ce moment-là, elle est en train de s'aider ou vider son âme. Je crois que c'est la bonne manière pour immoler une bête. C'est comme l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La prière terminée, place à la fête dans les ménages. Bon, les préalables ont été faits déjà hier. On a eu à déjà faire la friture et préparer les assaisonnements pour la viande. L'Aïd el-Kébir, la Tabaski ou encore la fête du mouton se présentent comme l'une des grandes célébrations de la religion islamique. À travers l'immolation du mouton, les fidèles musulmans disent recevoir une purification avant d'entrer dans une nouvelle année. Ce mois-ci étant considéré comme le dernier du calendrier lunaire. À Cotonou comme à la Mecque, le partage et la solidarité restent les valeurs fondamentales. Merci à vous, Herman Rodrigue Améga. L'Aïd el-Kébir est une célébration en référence au père de la foi musulmane dont le fils a été échangé contre un bélier. Mais quels sont les différents types de bêtes qu'un fidèle musulman pourrait sacrifier pour la Tabaski? Fructueux Amoussou et Ulvaeus Balogou ont cherché à savoir. Suivons plutôt. La fête de la Tabaski est marquée par l'immolation d'animaux pour perpétuer l'acte du prophète qui a voulu sacrifier son fils unique pour Dieu. Cette année encore, les fidèles musulmans ne comptent pas déroger à cette tradition. Selon les enseignements coraniques, le musulman a le choix entre divers types d'animaux. Pour la fête de Tabaski, l'islam nous a enseigné d'immoler 4 catégories de bêtes. C'est-à-dire, vous avez la ligne des chameaux, la ligne des bœufs, la ligne des moutons et la ligne des cabris.
4 bêtes recommandées, mais qui ne sont pas tous disponibles dans les marchés de vente de bétail au Bénin. Nous sommes un peu loin du désert. En Afrique de l'Ouest, ici, nous n'avons pas assez d'espace pour garder ces bêtes. C'est pourquoi on a choisi de vendre les moutons. Comme c'est ça, la majorité des musulmans achètent. Toutefois, si 4 bêtes sont recommandées, 4 sont également proscrites pour l'immolation de la tabaski. Pour être sacrifié, d'abord, la bête doit être en bonne santé. C'est-à-dire les différentes parties de la bête seront en bon état. C'est-à-dire vous n'allez pas voir un bête qui a un pied ou bien un bête que le corps a été cassé. Donc un bête complet. À en croire certains leaders religieux musulmans, la taille et la forme ne sont pas des critères de classification. Le mouton à immoler doit avoir au moins 1 an révolu et entrer dans sa 2e année. Et pour ceux qui ne peuvent se procurer un mouton, il leur faut une chèvre d'au moins 1 an révolu, plus 1 mois ou encore un bœuf d'au moins 3 ans révolu et qui s'apprête à entrer dans sa 4e année. Et enfin, un chameau d'au moins 5 ans révolu qui entre dans sa 6e année. Merci Ulvaïs pour toutes ces précisions. Et qui dit mouton dit aussi tchachanga, la viande grillée, pimentée. À Parakou, le maire et son conseiller municipal sont décidés à faire adopter de nouvelles habitudes aux vendeurs de cette viande. Selon l'autorité, les conditions d'hygiène dans lesquelles ces vendeurs exercent leurs activités laissent à désirer. Les agents de santé nous ont confié qu'à Parakou, la viande grillée est à l'origine de nombreuses maladies, a-t-il insisté, pour justifier la décision de faire régner l'hygiène. Ces vendeurs portent parfois des vêtements crasseux. Il y en a qui font du mouton mort, certains tous sans arrêt devant leurs étalages alors qu'ils vous découpent de la viande, déplore le maire. Désormais, on va s'assurer qu'ils ont régulièrement fait la visite médicale et que les vétérinaires ont procédé au contrôle de leur viande, insiste Charles Toko, dont l'objectif est de protéger la santé de sa population. Depuis hier, lundi 20 août, devraient démarrer les descentes inopinées sur le terrain pour vérifier le respect de la décision et la phase de répression préviennent les autorités de la municipalité est pour bientôt. Voilà une décision qui pourrait faire école, surtout dans certaines villes comme Cotonou. On parle de la tabaski, c'est la fête donc. Après avoir mangé de la viande de mouton, il faut étancher sa soif. L'alcool étant proscrit par la religion musulmane, le jus de fruits est la boisson la mieux servie. Manger 5 fruits par jour est aussi une prescription des nutritionnistes qui veulent qu'on diversifie et qu'on équilibre l'alimentation. Certains en font même une salade, mais des rumeurs affirment que la salade de fruits serait nuisible à la santé. Peut-on alors consommer en une journée différentes variétés de fruits sans s'inquiéter? Suivez plutôt ce reportage qui nous édifie. Consommer de l'orange et d'autres fruits 2 à 3 fois par jour, une habitude pour Dieudonné et Léandre. Entre le déjeuner et le dîner, il ne rate pas l'occasion de s'arrêter devant une vendeuse de fruits. Moi, j'aime les fruits parce que ça fait du bien à l'organisme. Un geste simple qui serait sans danger pour l'organisme, à en croire ces amoureux qui consomment sans limite plusieurs variétés de fruits. Salade de fruits, nous mélangeons les fruits et ça fait du bien à notre organisme. Pendant que certains en raffolent, d'autres se résignent. Ceci pour des raisons bien précises. Le mélange, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux que c'est pas bon de faire le mélange des fruits. J'aime les fruits, mais je ne fais pas le mélange parce que j'ai vu sur le réseau social, disons que c'est pas bien de mélanger les fruits. Bon, et j'ai fait les recherches moi aussi. C'est pour ça que je ne fais pas le mélange. Sur les réseaux sociaux et sur Internet, des informations circulent et sèment la psychose.
Une spécialiste se prononce sur la question. C'est vrai que le web regorge beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours vérifiées quant au mélange des fruits, leurs inconvénients et autres. Moi, par exemple, je prends des mélanges de fruits, des salades de fruits, mais je n'ai pas encore eu un problème dû à ça. C'est pourquoi je dis que ça dépend du type d'organisme de l'individu. Il faut que cet individu arrive à identifier les malaises dus à un certain mélange, que ce ne soit pas seulement des fruits, mais d'autres aliments, et qu'il aille voir un spécialiste pour l'aider à mieux prendre en charge. La faible consommation de fruits et légumes figure parmi les 10 principaux facteurs de risque de mortalité selon les données factuelles présentées dans le rapport sur la santé dans le monde en 2002. Jusqu'à 1,7 million de vies pourraient être épargnées chaque année lorsqu'une quantité suffisante de fruits et légumes est consommée au niveau mondial. Les fruits sont essentiels à un régime alimentaire équilibré. Faire des mélanges ne constituerait pas a priori un risque pour l'organisme humain. Mais il est tout de même recommandé de faire attention aux fruits consommés selon son organisme. Voilà qui est bien précis. Des fruits aux fleurs, il n'y a pratiquement pas de pas. Le Zimbabwe ambitionne d'engranger 200 millions de dollars à partir de l'exportation de fleurs coupées à l'horizon 2023 contre environ 3,2 millions de dollars en 2015. Afin de réaliser cet objectif, le pays compte développer 1000 hectares de fermes floricoles produisant majoritairement des roses. L'essentiel des fleurs coupées sera destiné au marché européen. Ce pays d'Afrique australe représente le second plus gros exportateur de fleurs coupées du continent, derrière le Kenya, avec des recettes de l'ordre de 100 millions de dollars, une place désormais occupée par l'Éthiopie. Des bourses d'études chinoises viennent encore d'être accordées aux Béninois à la faveur d'une cérémonie officielle organisée à l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin. Les bénéficiaires ont reçu leurs billets d'avion et leurs lettres d'admission dans les universités chinoises. C'était vendredi dernier à Cotonou. Simon Villon, Marcel Achossi pour le reportage. De nouveaux boursiers béninois en partance pour la Chine. Ils sont 38 bénéficiaires qui voyagent cette année pour la poursuite de leurs études au pays de Xi Jinping, fruit de la coopération sino-béninoise. Parmi eux, des étudiants du premier cycle, des étudiants en master, des doctorants et des stagiaires dans une multitude de domaines. Et les filières vraiment sont très variées. Dans aéronautique, agronome, industrie, environnement, relations internationales, droit, presque, c'est très varié. Littérature, la langue, etc. Et parmi eux, c'est 38 boursiers. Il y a un doctorat, presque 20 masters et une dizaine pour les licences. Eux, les bénéficiaires, à leur tour, rassurent la diplomatie chinoise de leur engagement à faire preuve de sagesse. Nous vous promettons que nous constituerons une pépinière de cadres qualifiés, dotés d'une conscience citoyenne et avec l'ambition d'apporter notre pierre à la construction de notre pays, le Bénin. Aux yeux du monde universitaire du Bénin, il s'agit d'une bonne opportunité. Le gros lot sera toujours formé ici, mais ces différentes possibilités sont importantes pour le développement de notre pays. Nous aurons à confronter ce que les étudiants développent là-bas comme compétences à tout ce qu'ils font ici. Et je voudrais aussi ajouter que la Chine est un grand pays, un pays qui compte. La Chine aujourd'hui est la deuxième puissance économique au monde. Donc que nos jeunes puissent aller voir ce qui se passe là-bas, qu'ils puissent se former à la technologie chinoise, aux usages, à la culture chinoise. Je crois que c'est une autre fenêtre ouverte sur le monde et j'en suis convaincu. Cette œuvre qui ouvre une voie sur le développement illustre parfaitement la bonne et dynamique coopération entre ces deux États. Actuellement, plus de 200 étudiants béninois résident en Chine pour leur formation.
Et voilà, bon séjour d'études à ces jeunes béninois en Chine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à 12h45. Merci beaucoup à vous, Roca Koinou. Demain, 19h45 également sur le grand rendez-vous. Merci à vous et bonne soirée. Hein. Continuez toujours avec votre plat de viande de mouton, c'est ça hein? Oui, bien sûr. Allez, on revient en plateau avec Monsieur Linsouci, le sexologue, psychologue et... Vous avez dit quoi? Hypnothérapeute. On parle bien sûr d'insatisfaction sexuelle. Tout à fait. On était, vous nous disiez en réalité que c'est également c'est pas forcément l'acte sexuel, mais qui définit la sexualité. C'est la vie de tous les jours également. Fait partie également de la sexualité. Oui, bien sûr. Okay. D'accord. Mais quelles sont les réelles causes de la chose? De l'insatisfaction sexuelle, il y a plusieurs causes. Je vais quand même énumérer les principales. Oui. Je peux déjà dire qu'elle est souvent due à un problème de communication dans le couple. Donc, un peu comme nous venons de définir d'une manière élargie la sexualité, c'est aussi ça. Donc, quand il n'y a pas la bonne entente, la bonne ambiance déjà. Oui, mais ça, j'en viens. Okay. Mais je parle de communication surtout autour de la sexualité, donc des deux conjoints. Et il faut que chacun dise ce qu'il veut et que l'autre respecte aussi ce qu'il veut. Donc, qu'on s'harmonise, qu'on ne force pas l'autre à faire ce qu'il ne veut pas. Donc, c'est aussi une manière de vivre une sexualité épanouie. Alors, un peu comme vous disiez tantôt, il y a les conflits, donc des situations conflictuelles qui atténuent la qualité de la vie sexuelle, donc de la qualité dans le couple. À part ça, nous pouvons aborder, en fait, on peut parler aussi des problèmes de dysfonction sexuelle. Par exemple, les douleurs pendant les relations sexuelles, donc surtout chez la femme, et les problèmes de rapports sexuels rapides, donc trop rapides et souvent fréquents. Donc la femme, les trop femmes... rapide et souvent fréquent. Trop rapide, vous voulez parler de quoi? Non, quand je parle de fréquence, donc la fréquence comment dire, la fréquence de la rapidité donc de ce trouble-là, un peu comme l'éjaculation précoce qui rend un rapport sexuel très rapide. Donc quand ça vient souvent et que c'est rapide, ça peut comment dire, installer des gènes dans le couple. Et en fait, le véritable problème, c'est que de durée. Non, la sexualité... Non, si vous suivez ceux qui ont parlé dans le reportage, c'est que ça ne suffit pas, ou quelqu'un a vite fini avant l'autre. Et là, ça crée des problèmes. Oui, mais là, ça rejoint un peu ce qu'elle disait au départ. Elle disait en réalité que, non, c'est vous qui disiez ça, qu'il y en a qui comparent en fait. La sexualité, ce n'est pas une question de comparaison et ce n'est pas non plus une question de performance. Quand moi je dis et que j'ajoute que cette rapidité-là ne soit pas fréquente, ça veut dire qu'entre-temps, il peut y avoir un rapport sexuel de 2 minutes et très très satisfaisant. Mais que ce soit est satisfaisant. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre en fait. Oui, donc il ne faut pas être tout le temps à la quête de ce qu'on appelle la performance sexuelle. Ce n'est pas ça, une sexualité épanouie. Donc, un peu ça. Ça peut se faire en 2 minutes, et on peut être satisfait. Oui, c'est un problème de santé. Voilà, mais là, ça me permet d'aborder une autre cause. Donc, ça peut être, c'est parfois physiologique, parce que, par exemple, toutes les femmes ne sont pas physiologiquement disposées à atteindre l'orgasme. Ah bon? Vous voyez un peu? Donc, naturellement? Naturellement, il y a des femmes qui ne sont pas donc, physiologiquement disposées à atteindre l'orgasme. Il y en a qui n'en atteignent jamais toute leur vie. Vous voyez, quand des gens comme ça viennent chez nous, en fait, quand on parle de problèmes d'anorgasmie, la première des choses à chercher à savoir, c'est voici, c'est comment dire, organique, c'est physiologique ou bien il faut revoir certaines choses. Donc, on demande à la femme si, entre-temps, par la stimulation de son clitoris, elle arrive à atteindre l'orgasme.
parce que là, c'est quand même une zone vachement, comment dire, vascularisée. Et puis, quand ça vient comme ça, ce n'est pas organique et qu'on peut faire une certaine prise en charge, donc une sexothérapie, pour prendre donc à la femme de jouir de son orgasme, donc de son rapport sexuel. Donc ça veut dire que si cette femme-là, même après, comment on dit, massage, je ne sais pas, du clitoris, oui. elle ne jouit toujours pas. Donc, oui. Même après 20 heures de rapport sexuel, elle ne va jamais jouir. Mais en ce moment-là, il y a aussi une prise en charge pour ça. Pour ça. Mais quelles sont les conséquences de la chose? Parce que là, le temps qui nous est conséquences, on a 5 minutes encore. On a 5 minutes encore. Ah, ok, d'accord. Donc, je peux quand même continuer à évoquer les causes. Tout à fait. Éjaculation précoce, les soucis de dysfonction sexuelle, oui. Les histoires de douleur pendant les relations sexuelles. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la passivité de la femme pendant un rapport sexuel. Non seulement la femme qui ne fait pas de lâcher prise, elle est là coincée et puis voilà. Elle ne participe pas. On y va, oui. On y va et puis ça peut aller, elle ne participe pas. Voilà. Et ça rejoint ce que vous avez notifié au départ, parce qu'elle n'a pas libéré le vieux démon. Et, le vieux démon, c'est quoi? C'est-à-dire, la femme doit jouir. Il était interdit à la femme de jouir. Donc, une femme qui jouit, une femme qui s'exprime sexuellement, une femme qui participe à un rapport sexuel, tout de suite, une femme, voilà, de mœurs légères. Et donc ça, c'est une cause d'insatisfaction sexuelle, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'homme, parce que l'homme veut voir un peu comment ça se passe. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas l'hypocrisie également dans le foyer? Oui, mais qui amène à ces on ne peut pas parler spécifiquement d'hypocrisie, mais je pense que c'est souvent culturel. Hein. C'est-à-dire, voilà, je ne fais pas parce que si je fais, l'homme va penser que j'ai appris ça ailleurs. Donc c'est un peu ça. Si je le dis, c'est parce qu'on entend également certains hommes qui se plaignent, qui disent, ils demandent à leur épouse ou à leur partenaire d'adopter telle position. Oui. Elles ne veulent pas. Est-ce là, on peut parler de culturel? Non, mais ça dépend aussi. La question des positions par rapport aux femmes, il y a des positions que certaines femmes ne supportent pas. Hein. Ok. Ça ne s'explique pas nécessairement clairement, mais elle peut ne pas être à l'aise, confortable dans une ou l'autre position. Et elle ne le dira pas forcément clairement, donc elle dit à l'autre, je ne veux pas. Mais est-ce que la position peut participer à la satisfaction sexuelle? Oui, bien sûr, c'est au cœur de la satisfaction sexuelle, parce que c'est une manière de chercher, à toucher la sensibilité donc, de la femme. Un peu partout, quoi. Un peu partout. Oui. Mais j'en parlais au début, Assio me demandait si c'était réel. Est-ce que ce sont les femmes qui subissent souvent cela, qui vivent souvent une insatisfaction sexuelle, ou ça se remarque chez les deux? Oui, malheureusement, beaucoup plus chez les femmes, parce que donc, la première cause, donc, selon les études, c'est quoi? C'est que l'homme ne porte pas une certaine attention à la femme. Donc, indispensable pour la femme d'être à l'aise sexuellement. La femme n'est pas validée. La femme ne se sent pas aimée. Donc, voilà, la femme en souffre. Et puis, au plan physiologique, il y a aussi que les hommes ne préparent pas suffisamment la femme à un rapport sexuel. Nous, les hommes, ça prend très rapidement. Le moteur, il prend très rapidement. Mais la femme, il faut du temps. On dirait du diesel. Il faut du temps. Nous, on est beaucoup plus focalisé sur les aspects physiques, alors que la femme, c'est la situation, c'est l'environnement, donc c'est la manière dont ça se fait. Et donc il faut agir sur les préliminaires. Oui, les préliminaires, et puis la manière de vivre. Mais les préliminaires dont on parle très souvent, les femmes béninoises vous diront que les hommes béninois ne connaissent pas les préliminaires. Ah bon? Il y a des femmes qui ont refusé d'intervenir
face à la caméra. Ok, en off, c'est ce qu'elles vous ont dit. Elles nous ont dit ça. Réalité. Elles ont dit que les hommes, les femmes et les hommes ne sont même pas disposés ou n'ont pas la même physiologie. Les hommes sont des moteurs à essence, les femmes sont des moteurs diesel, mais les hommes ne comprennent pas cela. Oui, c'est ça, c'est vraiment une source véritable d'insatisfaction sexuelle. Parce que ces femmes, elles souffrent et puis, liées à notre culture, on parle de devoir conjugal. Et puis, elle est obligée de se donner pour faire plaisir à l'homme, pour qu'il n'y ait pas de problème. Sans se faire plaisir à elle-même. Oui, mais ça se passe très souvent. Mais les préliminaires qu'elles exigent doivent durer combien de temps? Voilà, en matière de sexe, il n'y a pas de durée. Donc, c'est un peu ce que je disais au départ. En matière de sexe, il n'y a pas de durée. Il y a la manière de s'y prendre. Et puis, par exemple, quand on dit les préliminaires doivent durer combien de temps, moi, ce que je réponds souvent, mais c'est tout le temps que on a fait ensemble. Parce que déjà, par exemple, un SMS depuis le boulot, voilà, pour dire, mais j'ai envie de toi, vraiment, ça va être... Je ne dévoile aucun secret. Avant même l'émission, j'ai échangé avec Rokakoenou qui a présenté tout à l'heure le journal, qui disait que lui, il commence déjà même quand il est au boulot, à travers des SMS et pas ses actes. Votre collègue en direct. Je ne vois rien. Déjà, madame à la maison sent que, mon mari est en train de poser déjà les jalons, ça va chauffer le soir. Donc, il faut ça déjà. Oui. Vraiment vivre la sexualité d'une manière cérémoniale. Et puis quand j'en viens... D'une manière cérémoniale. Oui, quand j'en viens à, comment on parle, des préliminaires, c'est aussi... la manière dont le drap est mis, peut-être une bougie donc qu'on allume pour faire l'amour, quelques gouttes de vin à côté, et puis voilà. Mais la femme aime beaucoup ça. On peut mettre l'ambiance. Avec toute la fumée à Siongaba. Donc, bougie fait aussi la fumée. Très rapidement, permettez-moi, Asiom, quelles sont les conséquences? Doit-on, à cause de l'insatisfaction sexuelle, laisser cet homme-là partir? Oui, mais on dit la première cause comment on appelle, il y a des études même très récentes qui ont suggéré, donc qui ont prouvé que la première cause de l'infidélité d'abord, donc c'est l'insatisfaction sexuelle. Vous voyez, mais c'est pour ça on est là, on est, en fait pas pour ça nécessairement, mais on n'est pas frères, c'est ça qui prouve, surtout sur le long terme, qui prouve qu'on n'est pas frères et sœurs parce qu'on s'habitue et puis il faut une certaine sexualité donc de qualité, si je peux ainsi parler. Et donc ça peut amener, donc ce qui peut amener à l'infidélité, donc ça peut amener à la séparation. À la séparation. La solution, c'est qu'il ne faut pas laisser le problème perdurer. Il ne faut pas attendre un changement de vous-même parce que quand ça commence comme ça, il faut pas une personne pour aider. Et la plus placée, ou bien le plus placé, donc c'est qu'il faut consulter un spécialiste, un sexologue, par exemple. On va leur donner votre email très prochainement, votre mail, pour qu'il puisse vous écrire souvent. Puisque vous n'êtes pas au Bénin, c'est juste pour un temps que vous êtes au Bénin. Donc voilà. Ok, merci à vous. Merci, Rose Danodé. On parlera sexualité encore demain, c'est ça? Certainement de viol, de dysfonction, c'est parce que le viol, surtout, ça se passe dans des couples. Et des hommes disent, est-ce que ma femme, on peut me dire que je l'ai violée parce qu'elle n'est pas consentante? On va aborder le sujet. En tout cas, c'est une question de droit et de sexe en tout temps. Oui, c'est tout mélangé. C'est la loi, hein, c'est la loi. Tout est mélangé au niveau, bien sûr, de la sexualité. Merci à vous. La suite, rendez-vous tout droit sur la toile. Cette fois-ci, c'est pour suivre l'actu web. Bonsoir, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports du Bénin, Oswald Romeki, a esquissé des pas de danse sur la musique de Toufan devant toute la jeunesse béninoise. C'était le dimanche dernier à la plage de Fidjrosset à Cotonou à l'occasion de la première édition du 229 Vibe organisé par lui-même en personne. Un événement inédit qui s'est tenu sur 3 jours successivement et qui a donné droit à plus d'une centaine de prestations d'artistes. Satisfait, le ministre Oswald Romeki promet des événements encore plus riches en couleurs les prochaines fois.
Toujours au Bénin, mais cette fois-ci, parlons des sanctions en vue contre les frondeurs après évaluation des enseignants. On constate que les enseignants de Parakou disent non à la reprise de l'évaluation et réclament la démission du ministre Karimou Salimane. Sur une photo bien visible sur le News Bénin Web TV, le ministre n'espère pas répondre aux attentes de ces enseignants qui critiquent l'autorité. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire précise que les sanctions en vue ne doivent pas être confondues aux mutations en cours dans le secteur. Il a fait comprendre que les sanctions prévues dans le cadre du boycott de l'évaluation diagnostique seraient bel et bien appliquées en son temps. Et autre information, cette fois-ci en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Mali, au Tchad et au Congo-Brazzaville, la célébration de la Tabaski a été marquée par une morosité économique très remarquable. À Bamako, en plus de la cherté, les moutons se font faire rares. Les salaires des fonctionnaires bas et les hommes d'affaires ont depuis quelque temps du mal à vendre leurs marchandises. Une conséquence qui résulterait de la chute du prix du pétrole, ce qui a réduit le budget des familles dans ce pays. Les apparences sont souvent trompeuses, dit-on. Nous sommes aux États-Unis où un père de famille n'ayant jamais eu auparavant de problème avec la justice a commis 4 meurtres. Chris Watts, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a égorgé sa femme Shannon Watts, enceinte, et ses petites filles Bella et Céleste. L'homme est actuellement porté disparu depuis plusieurs jours. Les enquêtes ont démarré et le meurtrier est recherché par les forces de l'ordre. Eh bien, fin de cette revue web. Bonne fête de Tabaski à chacun et à tous. Et à demain pour un autre numéro de l'actualité web. Merci à vous, Arthur Wendo et Fallon Azilogo pour l'actu web. Oui, on va partir, mais avant cela, on va suivre d'abord la météo en rediff sur le grand rendez-vous. Salut à tous nos téléspectateurs de Hueyogbe qui nous ont suivis aujourd'hui et nous saluons tous nos téléspectateurs de façon générale aussi. Et là, on va se retrouver demain à 19h00 pour un autre grand rendez-vous. Portez-vous bien et je salue toute l'équipe de l'autre côté de la réalisation. À demain.